les sciences humaines de Delory parlait dans les années 60-70, toujours sur l'Amérique, puisque c'est le seul terrain étranger que je connais, le structuralisme et le nouveau roman ont eu un succès monstrueux. Alors, ce n'est pas forcément des succès de librairie, quoique, parce qu'ils étaient étudiés dans les universités et avaient, le vent en poupe, comme on dit aujourd'hui, par exemple, les études de genre. Ce serait d'ailleurs intéressant de savoir si une auteure comme Mona Chollet, comment elle se vend. Je suis sûr qu'on pourra avoir de belles surprises pour elle. Pour revenir au structuralisme et au nouveau roman, la plus belle histoire, c'est celle de Knopf. Sonny Mehta, qui était le patron des éditions Knopf, me racontait, parce qu'un jour on parlait de chiffres de la littérature, la conversation roulait sur le fait que finalement la littérature est celle qui, sur le long terme, se vend le mieux. Et il a compté, parce qu'il avait pris par exemple les publications de l'année 59 ou 60, il avait publié un livre, tout le monde avait oublié, qui avait eu des ventes importantes, et la même année, il avait eu un petit auteur irlandais publié en France qui s'appelait Samuel Beckett, qui avait publié un bouquin, il fallait attendre quelqu'un, et 25 ans plus tard, Beckett avait évidemment vendu beaucoup plus que le best-seller de l'année. Et ça revient à ce qu'est finalement l'édition, et c'est ça la raison pour laquelle c'est un beau métier, c'est que c'est un métier de chercheur, de défricheur, et vous pouvez vous retrouver parfois à avoir un coup de cœur pour un auteur qui est totalement inconnu, et vous le voyez grandir, etc. Et surtout, mettez-le à l'abri des agents. Et vous avez aussi des auteurs qui ont dit, tiens, ils redeviennent un peu la mode. Je rebondis sur ce que tu disais sur cette mode qu'il y a eu aux États-Unis il y a un certain nombre d'années. Là, aujourd'hui, il s'avère que Calman Levy est l'éditeur d'une grosse partie de l'œuvre de Raymond Aron. On a une demande aujourd'hui forte d'éditeurs américains sur Raymond Aron, pour retraduire Raymond Aron aux États-Unis. Étonnant. Intéressant. Alors on n'est pas sur les mêmes succès dont on parlait tout à l'heure sur les auteurs qui se vendent énormément, mais il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'on parle jusqu'à maintenant du travail que l'on fait tous par rapport aux auteurs contemporains. N'oublions pas aussi que le travail qui est fait sur les auteurs du répertoire dont les agents ou les éditeurs contrôlent les droits. Et on voit aussi qu'il y a des... Oh, voilà, il y a une tectonique des plaques, il y a des cycles, effectivement. Là, on attaque sur la langue anglaise un cycle de Raymond Aron. Honnêtement, je ne sais pas l'expliquer, mais en tout cas, je le vois. Parce que Raymond Aron est opposé de politiquement correct américain. Voilà, c'est intéressant, et ces cycles-là, il faut qu'on les accompagne également. Donc ça veut dire que notre rôle, il faut se méfier et ça, quand François vous rappelez tout à l'heure que les gens qui font ça sont les services de cession des droits plutôt dans les maisons d'édition, il faut toujours rappeler qu'une maison d'édition est là pour défendre les droits aussi de son catalogue et ne pas se faire submerger par le flux et la nouveauté. Parce qu'il y a une technique, encore une fois, des plaques qui se déplace. J'ai plein de... Calman Levy a été créé en 1836. Vous savez qu'on a une politique en France, un droit qui fait que les éditeurs ont les droits sur les œuvres 70 ans post-mortem. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une profondeur du catalogue sur des maisons anciennes qui est très importante. Il faut qu'on pense toujours à bien voir où ces auteurs-là peuvent s'exporter. C'est un point important pour nous dans les sessions. Et dans les sciences humaines et sociales, pour rebondir sur ce que disent François et Philippe, il y a aussi des retraductions fréquentes de Foucault, Deleuze, Derrida, Lacan, plus récemment, là, non pas retraduit, mais le gros succès de Piketty. C'est-à-dire qu'il y a encore un respect, entre guillemets, pour la pensée des intellectuels français. Ouais. Parce que le maillage, puisqu'on parle d'Amérique, le maillage universitaire est extrêmement fort. Les universités ont leur propre maison d'édition et elles jouent un rôle extrêmement important parce que les grandes maisons commerciales, on a assisté là dans les 15 dernières années à une espèce de regroupement incessant, ce qui fait d'ailleurs que certains noms de maisons d'édition, c'est comme les noms de cabinets d'avocats. Il y a 4 noms pour vous dire qu'avant il y en avait 4 et là maintenant il n'y en a plus qu'une. Toutes les
édition américaine, la grosse édition commerciale américaine, est la propriété de l'Allemagne, hein, des éditeurs, des groupes allemands. Mais à une époque, la littérature française avait quand même, même si c'était effectivement en pourcentage pas important, elle restait quand même à l'époque la première littérature traduite, c'est qu'il y avait aussi à la tête des maisons d'édition américaines des Européens de l'Est qui avaient fui la guerre en Europe. Généralement, c'était des gens extrêmement cultivés, multilangues, 95% étaient juifs. Donc il y avait, je dirais, une grande ouverture sur le monde. Et moi, je me souviens d'une conversation avec Madame Wolf, Hélène Wolf, qui était la patronne des éditions à Corbeil-Jovanovic. Je dirais, elle parlait allemand, français, hongrois et en plus, elle avait une curiosité pour tout ce qui était littérature, parce que c'était assez impressionnant. Et donc j'en avais profité pour lui coller les égarés Frédéric Tristan qui venait d'avoir le concours à l'époque, parce que je crois que j'avais une bonne tête, j'avais l'air un peu agité, j'étais assez jeune et ça l'intéressait, elle disait, malheureusement elle n'a pas eu le succès qu'on a eu. Mais il y a des succès en Amérique, et Régine le mentionnait, par exemple Thomas Piketty s'est vendu à 1 million d'exemplaires en hardcover. Enfin, c'est un chiffre. Il y a eu un autre livre qui a eu un succès monstrueux, c'était le Balzac et la petite tailleuse chinoise de Lai Sijie, qui s'est vendu à je ne sais plus, à 300-400 exemplaires en hardcover. Pour des traductions, ce sont des chiffres absolument inhabituels. L'importation d'œuvres littéraires joue aussi un rôle essentiel. Calman Levy, dans quelle école, dont 3 de ses 6 auteurs phares sont des auteurs en langue étrangère. Il s'agit de Donald Leon, Malcolm Canary, Patricia Highsmith, 3 auteurs de polar. La maison d'édition qui importe l'œuvre étrangère, le Centre national du livre et son école de traduction littéraire, joue-t-il un rôle dans ce processus de traduction des œuvres et de leur réenracinement dans le contexte littéraire français? Vous avez répondu en partie déjà. Tu vas parler des auteurs d'abord. Non, mais oui, évidemment, on a un peu parlé de ça tout à l'heure, avec la question de la confiance qui est vraiment centrale et la question effectivement des relations de longue durée. Et je réinsiste encore sur la figure du traducteur. Si on prenons l'exemple de Michael Connelly a le même traducteur depuis longtemps. Robert Pépin. Voilà. Et Robert Pépin a été un de ceux qui a été un des premiers traducteurs de Michael Connelly. Ils ont une relation d'amitié, à tel point que le dernier livre qui va apparaître chez nous, qui est paru aux États-Unis, Michael Connelly, est dédié à son traducteur, ce qui est plutôt assez rare. N'oublions pas cette figure-là, qui est une figure absolument centrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le traducteur, c'est le violoniste devant la partition. Il peut bien jouer ou mal jouer. C'est plutôt pas mal d'avoir le même violoniste si on veut avoir la même sonorité. Et c'est vrai que c'est intéressant pour nous d'avoir la même sonorité. Donc aussi, nous, éditeurs, l'engagement que l'on doit avoir avec l'auteur et son traducteur, c'est un engagement qui est sur le moment, mais qui doit être aussi sur une projection long terme. Si on s'engage en disant c'est une œuvre que je veux développer, je prends l'exemple d'autres écrivains de polar, Camilla Grebe, qui est multiprimé en Suède, voilà, etc. On a, nous, en édition sur la langue française, traduire du suédois, vous avez aussi intérêt d'avoir une petite confiance et de se dire comment, voilà, d'où la question de aussi l'expérience, et on a une chance formidable aussi. Pour tout ce que vous avez dit, on devient plutôt meilleur en vieillissant. C'est complètement le contraire de l'AIT, des choses comme ça. Pour absolument ces raisons-là, il faut juste avoir beaucoup lu, avoir beaucoup vu et avoir engrangé cette confiance qui permet de se dire on va prendre tel traducteur ou tel traductrice pour tel livre. Bon, voilà, nous on est là-dedans, on est. Passer à la Régine, j'ai pris une position sur les traductions
Il y a des aides en France, tantôt l'État français expliqué tout à l'heure, j'ai pris une position de ne pas demander des aides parce que je pense que la maison se porte bien et peut assumer ses frais de traduction, et c'est quand même à nous de le faire, à une exception près, c'est une collection que l'on a avec en coédition avec le Mémorial de la Shoah, qui sont des livres très universitaires, très lourds à traduire, sur certains on demande l'aide du Centre national du livre, mais voilà, donc nous on est dans une logique purement d'entreprise ouverte, on prend nos risques, on essaie d'assumer nos risques sur la traduction. Ça, j'essaie de passer là-bas. Alors, sur la figure du traducteur, en tous les cas, Louis-Philippe Parisien, le traducteur, il est essentiel et souvent, il trouve qu'on ne parle pas du tout assez d'eux. On parle toujours de la figure de l'auteur, de l'éditeur, du libraire, mais des agents, plus maintenant qu'avant. Parce que d'ailleurs, l'éditeur ne pas toujours bien, mais la figure du traducteur, on n'en parle pas beaucoup, alors que comme je le dis très justement, c'est un métier absolument essentiel, en tous les cas pour ce voyage secret dont vous parliez, d'un livre, que ce soit vers la France quand il vient de l'étranger, ou le contraire. Alors en France, même s'ils étaient là, ils ne seraient pas contents que je dise ça, mais quand même, il y a quand même un système plus protecteur que dans beaucoup d'autres pays, notamment nous au Centre national du livre. On impose un minimum d'euros par feuillet pour aider une traduction, pour ne pas que l'éditeur, alors notamment sur les langues comme l'anglais, l'espagnol, les langues entre guillemets dites banales, il peut y avoir des tas de jeunes traducteurs qui sont pris quasiment à traduire gratuitement pour se faire un nom, s'accrocher au nom d'un romancier. Donc nous, on impose des contrats de rémunération stricte et on n'est plus financé de l'école dont vous parlez, mais elle existe bel et bien. Et on a été à l'origine de cette école, qui est donc l'école des traducteurs français, ATF, qui s'appelle. Et c'est vrai que c'est une école absolument merveilleuse qui accueille pas plus de 100-150 traducteurs qui doivent avoir à leur actif au moins la traduction d'un livre et qui sont pris en charge, non, c'est 150 heures de formation, pardon, pour une trentaine d'auteurs, de traducteurs, et qui sont complètement pris dans une sorte d'excellence de formation sur des langues difficiles ou peu traduites, donc la formation est plus difficile, et puis aussi sur des genres particuliers à traduire, l'ironie, la notion du vide dans la littérature, des choses. Il y a des thématiques très sophistiquées et les traducteurs peuvent s'inscrire et passer ce master d'excellence. Et puis sinon on soutient aussi l'association des traducteurs de langue française, l'ATLF, qui elle aussi a tout un travail où elle organise chaque année un événement à Arles où se réunissent tous les traducteurs entre eux pour parler de leurs problématiques et aussi avoir de véritables échanges quasiment d'échanges pratiques, de techniques de traduction. Donc, je pense que la France, une fois de plus, ils ne sont pas tous heureux et le métier est parfois difficile. En tous les cas, quand on n'arrive pas à enchaîner pour vivre bien, il faut faire au moins 3 traductions par an, pardon. Et encore, c'est vraiment pour vivre correctement. Donc vous imaginez, il faut quand même avoir un sacré rythme pour en vivre vraiment bien, ou alors traduire des livres qui ont un tel succès que vous avez accès aux droits d'auteur. Mais voilà, c'est pas... Est-ce que je peux faire une petite suggestion à la présidente du Centre national du livre, parce que chacun a ses petites marottes. J'en ai plein de petites marottes, mais complètement obsessionnelles. J'en ai une qui est sur les livres traduits, que sur la couverture du livre, il soit indiqué le nom du traducteur. Voilà. Parce que, mais en fait, de dire que comme obligation à la traduction, puisqu'on est d'accord, c'est cette base à laquelle on décrit depuis tout à l'heure, il y a la figure du traducteur. Le traducteur est souvent assez mal considéré. En tout cas, c'est pareil quand je reprends l'exemple d'une pièce de violon que j'évoquais tout à l'heure, pourquoi je suis parti là-dessus, et on dit telle partition jouée par. Bien sûr. Et pourquoi on ne jouait pas, traduit par. Donc voilà, petite suggestion qui pourrait être une demande quand les demandes de subvention sont faites, une obligation de faire figurer à une due place le nom du traducteur. C'était le cas à une époque. C'était le cas, mais c'était pas avec vu. les contraintes de traduisez Maurice Edgar Poindreau. Absolument. Les noms figurés, effectivement. Et puis il y a parfois des noms extrêmement prestigieux. Moi j'étais assez content de rééditer, parce que c'est dans le fond de Camille Lévy, j'étais assez content de rééditer un certain Edgar Poe traduit par un certain Baudelaire. Moi, ce qui
final, dans le fond, quoi. Et je dis que pas mettre Baudelaire sur la couverture, c'est peut-être dommage. Non, je sais pas. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais oui, et dans le fond, alors si on prend cet exemple, dans le fond, Camille Lévy, on regarde sur toutes les œuvres qui sont pour la première 19e et première partie du 20e, il y a Traduit par même une collection, qui était une collection qui s'appelait Traduit par, dans laquelle la figure du traducteur était mise en exergue. On l'a perdu dans le temps, on l'a perdu en se disant, oulala, peut-être dans une idée qui est de dire ça perturbe un tout petit peu cette vision commerciale et tout, mais elle est super importante. Donc moi je serais assez militant pour le remettre un tout petit peu, avec l'autre point que Regina Chandler avec juste raison, qui est la question de la rémunération de la traduction, qui est un vrai sujet aussi, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous l'avez peut-être fait dans vos études, de traduire des feuillets, c'est long, c'est long. À un moment donné, il faut que ça soit... J'ai fait de la traduction en instantané pour des réunions d'affaires, mais pas la traduction littéraire. Voilà. Mais c'est exigeant. Il y a quand même des grands traducteurs qui se sont fait un nom. Niva a traduit Solzhenitsyn, Schifano a traduit Umberto Eco. Enfin, il y a dans pour chacune des langues, il y a une star. Quoi. Oui. Si je peux me permettre, à l'époque, Baudelaire a commencé par là, il s'est pas mal débrouillé après. Il y a mal fini. Oui, mais après, entre deux, il y a eu un passage pas mal. On évoque qu'il leur faut lire le Pion. Voilà, c'est ça.